Bonjour à toutes et à tous, nous sommes heureux de vous retrouver pour un nouveau point cache-route en compagnie du Rav Eliezer Wolf, Av Bet Din d'Amsterdam. Les élevages sont de plus en plus intensifs. Bêtes élevées en espace restreint, engraissage, élevage en batterie des volailles, débécage. Pourtant, une grande partie de notre alimentation est de source animale, viande et poissons bien sûr, mais aussi lait, œufs et miel. Rav Wolf, est-ce que la halakha nous autorise à consommer les produits de l'élevage intensif quand il a fallu faire souffrir des animaux pour pouvoir consommer leurs œufs, leur lait ou leur viande? Alors, avant de répondre à votre question, j'aurais voulu faire un petit point sur un élément essentiel dans notre Torah qui est le problème de Tsar Balei Chaim, le fait de ne pas faire souffrir des animaux. Et une dame me demandait récemment comment est-ce que j'éduque mes enfants à ne pas faire souffrir les animaux que j'ai chez moi à la maison, de faire qu'ils soient respectueux de ces ensembles d'animaux. Alors, on voit que dans la Torah, il y a déjà le nom de certaines personnes qui réfèrent à des animaux comme Dvorah dans Bereshit, Ze'ev dans Shoftim, Hulda dans Melachim, Yona dans le Sefer Yona. Donc on voit que on peut s'appeler sur le nom d'un animal. Et dans la Gemara, on voit que on apprend aussi beaucoup de choses des animaux que les hommes doivent apprendre du derech eretz, que ce soit minesharim kalu ma'arayot goveru, c'est-à-dire que le caractère de ces animaux, que dov shakul basade nous dit Chazal, c'est-à-dire c'est un ensemble de caractéristiques de l'animal qui font que on doit non seulement leur ressembler, mais on doit apprendre la leçon de ce que eux font. Et on sait que dans la Merkava, dans le trône divin, il y a des images il y a une image d'un lion, d'un shor, d'un bœuf, d'un écher, d'un aigle. Et Shlomo HaMelech aussi avait sur son trône un ensemble d'animaux. Alors, le Meshech Chochma, dans Vayikra Chavbet, nous dit que les Ovdei Avodah Zara, les idolâtres, étaient particulièrement cruels sur les animaux et que les Bnei Israël doivent faire très attention de ne pas apprendre de cette manière-là de se comporter avec les animaux. Et c'est pourquoi il faut manger d'une certaine manière. Et il faut suivre l'exemple de Dieu qui ma'urachum afatay rachum, autant qu'il est avec nous miséricordieux, nous devons être miséricordieux avec les animaux. Alors, il y a un ensemble de mitzvot. Par exemple, lorsque un animal est encore en train d'être sous les seins de sa mère pendant les 7 jours, on doit le laisser. Il est interdit, les shrot otov et bno, de faire la shrita du père et du fils le même jour. On n'a pas le droit de labourer avec un shor et un chamor, avec un bœuf et un âne. Pourquoi? Chazal nous dit qu'il y a plusieurs explications, mais une des explications, c'est le tsar de la bête, parce qu'elle voit l'autre qui rumine et croit que l'autre est en train de manger plus. Et donc, cette différence va faire qu'elle va souffrir. On dit que Kisui Adam, c'est également, il faut couvrir le sang pour nous rappeler qu'on a quand même fait couler le sang d'une bête. Les différentes explications que vous avez données, est-ce qu'elles ne sont pas davantage pour marquer l'homme que pour la souffrance animale? Je m'explique tout de suite. Vous avez parlé du Kisui Adam. Le Kisui Adam, ça concerne uniquement certains animaux, par exemple les volailles et les bêtes sauvages, mais pas les bêtes domestiques. Donc il y a une sorte de contradiction. Si c'est par rapport à la souffrance de l'animal, pourquoi on ne le ferait pas pour tous les animaux? La même chose par rapport au fait de ne pas abattre le petit le même jour que sa mère. C'est pas, ça veut dire on peut consommer des œufs avec de la volaille, avec la maman et le petit en même temps. Donc il y a une sorte de contradiction. Si c'était vraiment pour le Tsar Balei Chaim, ça devrait être
sur tous les animaux, alors que là on le voit que c'est que sur certains animaux. Donc est-ce que c'est pas plus pour marquer l'esprit de l'homme que pour vraiment s'intéresser à la souffrance animale? Parfait. Alors, les deux explications existent, d'accord? Donc, l'essentiel, et effectivement, comme c'est marqué dans le Sefer HaChinour, c'est pour éduquer l'homme, pour faire que l'homme ne soit pas cruel, pour faire que l'homme ait des bonnes midotes, et ce n'est pas directement basé sur la bête. Mais on se rend compte aussi, lorsqu'on parle de Kisui Adam, où on nous dit qu'on veut amener l'homme à réfléchir que finalement, il ne devrait pas consommer cette bête. Et c'est uniquement sur les bêtes qui sont à l'extérieur parce qu'on a été encore plus cruel, c'est-à-dire on les a ramenés, on les a captivés pour notre besoin personnel, alors que les autres bêtes qui sont normalement dans les tables, donc il n'y a pas besoin de Kisui Adam. Donc ça, c'est aussi rapporté dans les Mefarshim pour dire que la différence qu'il y a entre des bêtes et des volailles sur lesquelles il y a une mitzvah de Kisui Adam. Mais c'est sûr que comme dit le Sefer HaChinour dans Mitzvah Reish Tzadik Dalet, dit Mitzvah likvoa belibo shel Adam, c'est pour faire que dans le cœur de l'homme, il est Midat HaChemla, qu'il ait pitié. Donc, s'il a pitié des bêtes, il aura aussi pitié des hommes et il va s'éduquer, il va se former. Mais quand même, on nous dit qu'il faut respecter. Le Rambam dit par exemple qu'il y a un risque dans les mélanges d'animaux, dans la souffrance d'elle-même, et on sait aussi qu'il y a une souffrance qui est rapportée dans Chazal. Le Ibn Ezra, par exemple, rapporte que les bêtes ne supportent pas d'être mélangées, elles veulent vivre avec leur entourage, elles veulent vivre avec des bêtes qui sont du même type, qui ont une même vie. Alors, vous parlez maintenant de l'élevage industriel. Alors, vous savez, lorsqu'on a commencé à exporter des veaux vers l'Angleterre, certains rabbinim ont été interpellés par les membres de leur communauté qui leur ont dit non, nous, on n'est pas d'accord que vous importiez de Hollande des veaux, qui est un centre d'élevage européen de veaux, puisque les veaux viennent d'Italie, viennent de Lituanie, viennent d'Estonie. En Hollande, ils sont élevés et ensuite, lorsqu'ils arrivent à maturation, on les amène à l'abattoir. Alors, on est allé avec une délégation de vétérinaires, de rabbinim, pour se rendre compte de la situation réelle. Alors, il faut savoir que, et c'est là où les médias ont un rôle un peu terrible, c'est-à-dire que d'un côté, c'est pas du tout, la situation n'était pas du tout comme on voit dans les films d'une vache qui est en train de brouter dans un grand champ avec de l'herbe, mais ce n'est pas non plus les images qu'on peut voir de souffrance, de bêtes frappées. C'est des bêtes qui sont effectivement dans des enclos, mais qui sont traitées de manière totalement humaine, qui sont traitées de manière totalement, on pourrait dire, respectueuse. Et il y a un cahier des charges important qui est aujourd'hui étendu. Et je sais que chaque semaine, je peux dire qu'il y a un progrès dans le bien-être animal. On sait que nos shochatim reçoivent une formation maintenant sur lesquelles ils doivent être diplômés sur le bien-être animal. Ils doivent savoir comment se comporter, mais c'est aussi des gens qui sont dans l'abattoir à une phase précoce. Lorsqu'ils font descendre les escaliers à une bête, on va changer les escaliers, on va les mettre en bois pour que ça soit plus doux pour la bête. Alors bien sûr, mourir, c'est bon pour personne et certainement pour les animaux. C'est sûr qu'elle aurait préféré continuer à vivre et continuer à consommer l'herbe verte qu'elle a consommée jusqu'à maintenant. Mais si on admet le principe qu'on peut consommer de la viande, eh ben, la shrita, c'est une mesure tout à fait spéciale. C'est-à-dire que nous, on y croit, mais même au niveau des universités, il y a une grande machloket, il y a une grande discussion entre l'université de Columbia University, qui est très connue aux États-Unis,
et l'université de Wageningen qui est en Hollande, est-ce que le mode de Matassom ou les autres modes opératoires dans les abattoirs avec lesquels on assomme les bêtes, ou la shrita avec laquelle on coupe les jugulaires, est-ce que lequel est plus cruel? Et il y a une marque locale, il y a une discussion, donc rien n'est prouvé. Donc lorsqu'ils viennent et ils vous disent il faut arrêter la shrita parce que c'est plus cruel que notre mode d'abattage, au moins on peut leur dire 50-50. On n'est pas obligé de leur dire on est sûr et certain, nous on est convaincus, mais pour eux, on peut tout à fait leur dire écoutez, il y a des recherches comme quoi l'abattage, selon ce que la Torah nous demande, est un abattage qui est plus humain. Alors encore une fois, c'est sûr que c'est mieux de continuer à vivre, mais la Torah nous a permis, depuis qu'on est sorti de l'arche de Noé, on sait très bien que pourquoi est-ce que la Torah nous a permis, parce qu'il y avait une dépravation qui faisait que finalement il y avait une zoophilie, il y avait un comportement qui était malsain avec les animaux. Donc, je a voulu justement qu'il y ait une séparation de niveau entre les êtres humains et les animaux. Et donc, on peut considérer que c'est tout à fait correct et on fait très attention. On est derrière, on contrôle, on est avec les abattoirs. Bien sûr, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut, mais on est libre de ne pas joindre un abattoir dans lequel on considère que les pratiques ne sont pas des pratiques de bonne conduite pour le bien-être animal. D'accord. Donc un respect maximal. La limite, c'est qu'on a le droit de consommer. Est-ce qu'il y aurait une limite qui pourrait être franchie, peut-être par certains élevages, où là on pourrait dire il y a vraiment tsar ba'alei chaim? Et si oui, est-ce qu'on aurait le droit de consommer la viande qui proviendrait de ces élevages, ou est-ce que le consommateur se ferait le complice de cet élevage? Cette question a déjà été demandée à une époque où le gavage était beaucoup moins humain que le gavage qui est fait aujourd'hui, puisque aujourd'hui les oies gavées sont gavées avec du maïs cuit. Donc on fait très attention qu'il n'y ait pas de blessure du jabot, on fait très attention qu'il n'y ait pas d'inflammation du jabot. Donc on est très très humain par rapport à ce qui se passait autrefois, et pourtant à l'époque du Khatam Sofer, où les souffrances étaient grandes, tout de même, a posteriori, donc le Khatam Sofer a dit c'est absolument interdit de le faire, mais a posteriori, si une bête a été gavée, une oie a été gavée, donc je ne rentre pas dans le problème de la cache-route du foie gras et des oies gavées, mais au niveau de Tsar ba'alei chaim, le Khatam Sofer a dit que malgré que quelque chose qui n'est pas humain a été fait, on peut consommer cet animal-là. Alors je rebondis sur ce que vous venez de dire. Juste aujourd'hui, la Rabbanout en Israël a autorisé le foie gras avec une mention méhadrine, donc pour un nouveau système de gavage des oies, justement pour autoriser au public le plus strict le foie gras. C'est très intéressant comme information, je vous en remercie. Moi-même, j'étais en charge d'une ashgacha pour le OU à Moissac et en Tarn-et-Garonne pour les États-Unis. C'était un produit qui était très complexe à faire parce qu'il fallait que ça soit aussi aux normes de la Food and Drug Administration, qui est très stricte au niveau des températures utilisées. Il y avait un gros problème aussi au niveau de la cachérisation, puisque une grosse partie du foie fondait, et donc c'était pas 1 franc ou 2 francs qui partaient mais beaucoup d'argent qui fondait. Donc c'était un gros problème, et à ce moment-là, donc j'avais étudié toute la question et je m'étais rendu plusieurs fois chez Rav Eliashiv pour lui poser la question. Et il m'avait dit, écoutez, le jour où on arrive à voir qu'il y ait moins de 10% de blessures sur les jabots, alors on peut considérer que le produit est méhadrine, puisqu'on n'aura pas besoin de vérifier. Et si on n'a pas besoin de vérifier, donc on pourrait être sommaire, puisque c'est moins de miutamatsui, c'est moins qu'une quantité sur laquelle on a besoin de vérifier. Alors, les autres problèmes, j'avais demandé par rapport à l'oie gavée elle-même,
étant donné qu'aujourd'hui, on sait que sur cette stéréose du foie, elle est réversible, et on sait également que le fait qu'elle puisse plus marcher, si on la remet en liberté au bout de 30-40 jours, elle est de nouveau capable de marcher. Donc, il m'a dit, sur ces deux questions-là, on peut être tolérant. Mais au niveau de la vérification du jabot, il faut absolument qu'on soit à moins de 10%. Alors, c'est possible que ce soit ça la solution qui a été trouvée. Alors, une dernière question sur ce sujet. Pas tout à fait de Tsar Baal Chaim, mais de l'industrie de la viande. Est-ce que le fait qu'aujourd'hui il y ait un élevage intensif, est-ce que c'est plutôt positif pour la cache-route ou négatif? Je m'explique. Est-ce que maintenant on peut concentrer toute l'équipe de cache-route, les shochatim, ceux qui vont vérifier ensuite les poumons, ceux qui vont retirer les nerfs, etc. Interdits, ceux qui vont cachériser la viande? Est-ce que du fait qu'aujourd'hui on a des grosses quantités, alors on est capable de tout concentrer et ça facilite les choses, ou bien au contraire, aujourd'hui on est dans un élevage intensif par rapport à la société de consommation. Aujourd'hui, presque tout le monde consomme de la viande assez régulièrement. Est-ce que justement il y a un tel débit que c'est difficile de respecter les règles entre chaque abattage, qu'on ait le temps de faire toutes les vérifications nécessaires? Donc est-ce que l'élevage intensif tel qu'on l'a aujourd'hui, il facilite la cache-route ou est-ce qu'il le rend plus difficile? Alors, comme tout sujet, il y a toujours deux côtés. Cela va dépendre du pays. C'est-à-dire que lorsqu'on est en France, le fait qu'il y a un élevage intensif fera qu'on est mis de côté. C'est-à-dire dès que tout particularisme va rendre les choses difficiles et va faire que l'abattoir va dire, écoutez, nous on est très très réglementé, on est dans une logique d'abattage intensif, donc vous ne pouvez pas tenir sur la cadence. Dans les pays dans lesquels il y a un besoin de fonds, il y a un besoin donc, de faire tourner les entreprises, les choses sont beaucoup plus faciles. Et je pense à l'Italie, à l'Espagne, à la Pologne, où effectivement, ils peuvent nous donner des quantités qui sont tout à fait respectables, dans lesquelles on peut travailler dans le cadre d'une cache-route tout à fait pointue, avec le timing nécessaire pour le faire. Merci Rav Wolf, merci à tous de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un nouveau point cache-route. N'hésitez pas à poser vos questions sous la vidéo sur le site de Torah Box sur ce sujet ou sur tout autre sujet de cache-route. Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbinim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, émouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent la halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous.